respecter les horaires. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors c'est une initiative pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris et c'est un débat qui a été construit collectivement par un groupe de femmes communistes, les Belles Rouges PCA 22. Et ce débat est co-animé avec Christine Pruneau, qui a été sénatrice des Côtes d'Armor de 2014 à 2020 et qui est bien connue pour son engagement féministe. Alors 150 ans qui marquent notre société, tant par les mesures décidées par la commune, la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque et fournitures gratuites, que par les idées novatrices, féministes, égalité des salaires, les crèches. Alors ce peuple qui ne s'est pas posé la question du « est-ce possible ?», mais qui a considéré qu'il était impossible, au contraire, de les séparer aux mains des Prussiens jusqu'au sacrifice de leur vie. Pendant 100 jours, le peuple de Paris a jeté les bases d'une société de générosité, d'égalité, de justice et de liberté et de démocratie. Et nous ne manquons pas d'être frappés que cet événement soit occulté jusque dans les noms de rues, où, je cite Saint-Brieuc, mais c'est valable pour d'autres villes, même si chez nous une rue a été dédiée à la commune, il en reste encore à l'impasse Thiers. Et pour marquer un peu la nécessité de changer les choses, le 18 mars dernier, nous avions pris l'initiative d'apposer une plaque éphémère, l'allée du 18 mars 1871. Mais aussi, jusque dans les manuels scolaires, il s'agit là d'un comportement qui nous éclaire encore sur cette haine toujours vivante de l'esprit versaillais d'aujourd'hui envers le peuple. Alors, pour effectuer ce voyage dans l'histoire, nous avons invité Hugo Roussel, historien, doctorant en histoire du droit et auteur de La Commune, qu'il dédicacera d'ailleurs à la fin du débat, et Ismaël Dupont, professeur documentaliste, secrétaire de la Fédération du PCF du Finistère, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. J'en profite aussi pour remercier d'une part la Fédération du PCF des Côtes d'Armor par son soutien et en particulier Yannick Lecan, secrétaire de la Fédération, et d'autre part Jean-Claude Michel pour leur aide dans la préparation de cette initiative, et Amélie aussi qui fait partie des Belles Rouges de Saint-Brieuc des Côtes d'Armor, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre et qui, elle, s'occupe de l'animation de l'atelier sur Facebook. Voilà. Alors, juste une autre précision par rapport à l'illustrateur, il s'agit de Dugudus et certains d'entre vous le connaissent pour avoir illustré la fête de l'UMA à Paris, la Courneuve. Voilà, alors le débat autrement est enregistré, donc vous pourrez le retrouver, mais ça sera sur le site de l'atelier santé citoyen de Bretagne, PCF. Voilà, vous savez tout, et donc maintenant, c'est au tour d'Hugo de vous expliquer, de nous présenter la commune. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour parler un petit peu de la commune, dont on fête les 150 ans, qu'on commémore ou qu'on célèbre, à chacun sa formule. Et je pense que, pour commencer, on pourrait déjà réfléchir à l'étymologie même du mot de commune, qui est lui-même un mot déjà très intéressant parce que bien avant la commune qu'on connaît tous de 1871, c'est un mot qui est très ancien. Et c'est un mot qui est déjà synonyme de révolution, d'insurrection, de changement. C'est un mot qui vient des temps médiévaux. Et déjà au Moyen-Âge, lorsque l'on regarde un petit peu les synonymes de ce qu'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui les révoltes, eh bien on retrouve les mots de tumulte, les mots d'émotion, les mots de commotion, et on retrouve le mot aussi de commune. Parce que la commune, d'abord, c'est au Moyen-Âge un moment d'émancipation. D'émancipation des communes, comme leur mot l'indique, comme le nom l'indique, et vis-à-vis des seigneurs. Au départ, c'est une population qui s'organise pour
ne plus être victimes de l'arbitraire, on va dire, des seigneurs, et qui reprennent d'une certaine manière le pouvoir, ou du moins qui décrètent une certaine forme d'autonomie. Et c'était extrêmement lié aussi à un autre mouvement qui naît à ce moment-là, donc on est déjà à partir du fin du XIe, début du XIIe siècle, de ce qu'on appellera plus tard les corporations et qu'on appelle les métiers. Quand les métiers ont commencé à s'organiser, donc quand les travailleurs de l'époque ont commencé à s'organiser à travers toutes ces associations qui portent des noms très divers et variés en fonction des régions et qu'on a appelé corporations plus tard pour simplifier. Donc ces communes, elles naissaient aussi avec à l'époque le soutien du roi qui voulait lutter aussi contre les pouvoirs et les potentats, l'importance des seigneurs, et elles naissaient et elles permettaient aussi aux habitants d'avoir leur propre justice, d'avoir leur propre milice et de prendre aussi des décisions à l'échelle locale. Donc c'est quelque part des choses que l'on retrouve ensuite dans le mouvement communaliste, cette idée de réorganiser la justice, cette idée d'organiser aussi une milice qu'on appellera la garde nationale et qui est née sous la Révolution française, et de prendre des décisions et de s'auto-organiser. Bien sûr, comparaison n'est pas raison, et le Moyen-Âge était le Moyen-Âge, le 19e siècle et le 19e siècle, le 21e siècle et le 21e siècle, mais je trouve que déjà, ce qui est important de constater, c'est que ce terme est quand même lié à une histoire longue qui est celle du peuple, et cette histoire longue, elle est celle aussi d'un peuple en action, d'un peuple insurgé, d'un peuple qui va se révolter. À Paris, en 1358, le peuple s'insurge. Au même moment, il y a les Jacques, la jacquerie qui se réveille. Donc, la tradition insurrectionnelle du peuple français, elle date pas d'hier. Et elle refait surface, évidemment, en 1871. Si je puis me permettre encore un petit peu d'histoire, je pense que la Commune de Paris ne peut pas se comprendre si on ne l'inscrit pas déjà dans une histoire, dans un processus révolutionnaire et dans la succession des révolutions que la France a connues. 1789 et 92, 1830, 1848 et 1871. Puisque déjà, dès 1789, lorsque le peuple se révolte, eh bien, le terme de commune va refaire son apparition. Déjà, quand le 14 juillet 1789, il y a cette fameuse prise de la Bastille, cette fameuse insurrection parisienne, que font les Parisiens? Ils s'organisent et ils font renaître la commune. Et ils vont désigner un maire de Paris qui était Sylvain Bailly. Sylvain Bailly, c'était un député du tiers-état, puisque peu de temps avant, les États généraux avaient été réunis par le roi, c'est le début de la Révolution française. Et d'ailleurs, les députés du tiers-état avaient dit, au départ, ils s'étaient décrétés chambre des communes. Et puis après, ils avaient trouvé un terme plus adéquat et qui est resté aujourd'hui, qui est celui de Assemblée nationale. Les députés représentent l'intégralité de la nation, l'intégralité du peuple français. Ils sont donc une Assemblée nationale. Mais au départ, ils disaient chambre des communes. Et quand éclate le 14 juillet 1789 l'insurrection parisienne pour résister au roi qui lui-même résiste à la Révolution, eh bien, on fait renaître la commune, on nomme un maire à Paris en la personne de Sylvain Bailly, et on crée aussi une milice qui s'appelle la Garde nationale et qui est dirigée à ce moment-là par le marquis de Lafayette. Donc nous sommes dans des institutions qui demeurent même au départ assez bourgeoises et qui vont être d'une part certes la cheville ouvrière de la Révolution au départ, mais qui vont ensuite devenir un pouvoir, et un pouvoir autonome, presque autonome, et lié aussi à la monarchie constitutionnelle. Tant et si bien d'ailleurs qu'au bout d'un moment, cette commune de Paris va elle-même tirer sur le peuple insurgé, puisque le roi prête serment à la Constitution le 14 juillet 1790, l'année d'après, avec d'ailleurs une fédération, c'est là qu'apparaît le terme de la fédération des gardes nationales, qui prête tout serment avec Lafayette, tout le monde est content, et en réalité, eh bien, le roi, parjure, ne va pas respecter son serment. Vous le savez, il va essayer de s'enfuir, il va essayer de faire en sorte que les monarchies européennes coalisées attaquent la France pour restaurer une monarchie absolue. Et très rapidement, le peuple français va s'organiser,
et va organiser la chute de Louis XVI. Et que va-t-il faire pour organiser cette chute? Organiser une commune insurrectionnelle. Commune insurrectionnelle qui va être le référentiel ensuite des communards. Et cette commune insurrectionnelle, c'est la cheville ouvrière de la deuxième révolution, celle de 1792, celle qui met en place la République, avec la Convention nationale, avec une nouvelle constitution, la constitution de 1793, dans laquelle on va retrouver des idées qui, à mon sens, sont déjà une partie du programme de ce que va être la Commune de Paris de 1871. C'est-à-dire, pour le résumer de manière un peu simple, mais en même temps fondamentale, une république démocratique, sociale, laïque et universelle. Et c'est ces idées-là qui vont ensuite mûrir dans la tête des Français, qui vont déjà avoir une première expression, je pense, déjà avec les Jacobins, déjà avec le Comité de salut public, déjà avec des gens comme Saint-Just, avec des gens comme Robespierre, qui ont déjà un discours social très avancé, qui n'est pas encore du socialisme à proprement parler, mais qui déjà considère que la République n'est pas simplement une république de propriétaires, mais que c'est une république qui est faite pour tous, qui est faite aussi pour le peuple français dans son intégralité, c'est-à-dire pour les malheureux, comme disait Saint-Just, qui sont les puissances de la terre. Et qui, donc, ce comité de salut public, qui connaît une contre-révolution, la chute de Robespierre et l'avènement du directoire, c'est-à-dire une nouvelle constitution, 1795, quelque chose de beaucoup plus, un suffrage censitaire, réservé aux propriétaires, toute référence au droit naturel de l'homme, à l'existence, disparaissent. Et ce directoire va durer 5 ans, ne va pas tenir, ça va être une succession de coups d'État en réalité, jusqu'au coup d'État final, celui du 18 Brumaire de Napoléon. Vous connaissez la suite, 15 ans d'empire, l'empereur est renversé, ensuite une monarchie parlementaire, une restauration de la monarchie de départ avec les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, qui sont eux-mêmes de nouveau renversés en 1830, Charles X est renversé en 1830 par une révolution dans laquelle la garde nationale, cette milice, joue un rôle, et elle joue un rôle à chaque fois dans toutes les révolutions. C'est donc important de comprendre qu'on avait pensé à une organisation aussi du peuple en armes. Alors, en fonction des régimes, ce peuple en armes, il est plus ou moins bourgeois ou plus ou moins populaire. Sous la Convention nationale, on avait ouvert la garde nationale à des éléments plus populaires. Sous les monarchies parlementaires, on a une garde nationale beaucoup plus bourgeoise. Mais cette garde nationale bourgeoise, elle fait quand même le coup de force contre le roi Charles X, elle le renverse, et une nouvelle monarchie est mise en place, 1830-1848, c'est la monarchie de Louis-Philippe, une monarchie beaucoup plus parlementaire, bourgeoise, à l'anglaise, mais qui elle-même est une monarchie antisociale, qui, la seule législation sociale, entre guillemets, qu'il y a eu, c'est la loi de 1841 sur le travail des enfants, où on interdisait aux enfants de moins de 8 ans de travailler. Mais encore, bon, il faut voir si elle a été appliquée, cette loi. Apparemment, c'était un peu plus compliqué que ça. Il y a la loi et puis il y a son application, c'est toujours la même chose. Et toujours est-il qu'on arrive à une autre révolution, celle de 1848, qui est importante aussi. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que déjà là, dans la révolution de 48, il y a des thèmes qui sont remis en avant. Le thème du droit au travail, le thème de l'organisation du travail, le thème des syndicats aussi, qui ont été interdits avec la loi Le Chapelier sous la Révolution, et donc qui veulent réapparaître, enfin des embryons de ce qu'on appellera plus tard les syndicats. L'organisation des travailleurs. Et il ne faut pas oublier 1848, parce qu'en 1848, déjà, il y a plein d'écoles socialistes. Il y a le communisme utopique d'Étienne Cabet, il y a les fourriéristes, il y a les Saint-Simoniens, il y a Pierre Leroux qui a inventé le mot de socialisme, il y a Proudhon, et il y a Louis Blanc. 48 est une étape importante parce qu'en 1848, c'est la première fois que dans un gouvernement, on a un socialiste, qui est Louis Blanc, et on a aussi pour la première fois un ouvrier au gouvernement, qui est l'ouvrier Albert. Alors ça dure 2 mois, mais ils réussissent déjà à imposer leur thème. C'est d'ailleurs le rapport de force qui leur permet d'imposer leur thème, c'est les ouvriers qui sont place de grève, donc la place qui est devant l'hôtel de ville, et qui disent « nous voulons le droit au travail et on veut aussi des
des gars à nous, en fait, dans le gouvernement. C'est-à-dire Louis Blanc, c'est-à-dire l'ouvrier Albert, qui peut-être au moment où on appelle son nom était déjà encore en train de se battre sur une barricade, qui tout d'un coup sort des entrailles du peuple d'une certaine manière et imposé. Et ces gens-là vont déjà organiser le travail, chercher à créer un ministère du travail. C'est la commission, on va appeler ça, hein. Vous savez, à l'époque, c'est pas nouveau, hein. Quand on veut enterrer un thème, on crée une commission, on lui donne aucun moyen, et puis voilà, on la laisse de son côté. Ben, c'est ce qu'ils ont fait à l'époque, mais malgré tout, cette commission, même si elle n'avait pas vraiment de moyens, elle organise quand même un parlement du travail, au Sénat en plus, hein. Vous imaginez qu'avant, il y avait les vieux pères de France d'Ancien Régime qui laissent leur place à des ouvriers qui vont s'asseoir sur les sièges du Sénat et qui vont essayer de mettre en place des législations du travail et qui mettent en place des législations du travail qui sont évidemment balayées puisque 1848 est victime d'une contre-révolution en plusieurs étapes. D'abord, il y a les élections la constituante où c'est des républicains modérés qui arrivent au pouvoir, donc qui veulent modérer la Constitution, donc exit le droit au travail, à la limite un peu le droit à l'assistance, voilà, du bout des lèvres, un peu de charité pour donner un petit peu du grain à moudre. Et puis ensuite, deuxième acte, les élections législatives, où là ce sont des conservateurs qui arrivent au pouvoir, des anciens royalistes, des gens comme d'ailleurs Adolphe Thiers, qui a déjà joué un rôle sous la monarchie de Juillet, puisqu'il a déjà fait tirer sur le peuple lyonnais insurgé en 1834, hein, les fameux canuts, et qui reviennent aux affaires, et qui reviennent surtout que les réformes de la Révolution de 48. Le suffrage universel, masculin certes, mais bon, c'était déjà une étape, et ils réintroduisent une espèce de suffrage censitaire déguisé. Enfin, c'est une république conservatrice qui se met en place. Donc il est important de comprendre que la République, c'est le socle commun, mais ensuite, quelle définition on donne de la République? Est-ce que c'est une République conservatrice? Est-ce que c'est une République libérale? Est-ce que c'est une République démocratique et sociale? Là, chacun a sa définition. Ceux qui, en tout cas, sont pour la République démocratique et sociale vont se faire sabrer par les républicains du Parti de l'Ordre, déjà du Parti de l'Ordre, avec la fameuse répression sanglante des ouvriers qui se révoltent en juin 48 et qui sont massacrés. Il y en a déjà 5 à 6 000 ouvriers qui sont massacrés dans Paris, donc on a d'une certaine manière un peu une préfiguration de la Commune de Paris. Tout ça amène à quoi? Tout ça amène à l'élection d'un président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui fait comme son oncle Napoléon un coup d'État et qui restaure l'Empire. 1851, premier coup d'État, 1852, restauration de l'Empire. Et on a là une sorte de glacis, alors partiel, parce que Napoléon III comprend quand même qu'il y a un sujet avec les classes ouvrières. Il avait compris, il était déjà un peu socialiste, plus ou moins. Au début, il avait écrit une brochure qui s'appelait L'extinction du paupérisme. Bon, c'était très très sommaire, mais il comprend qu'il y a quelque chose avec la classe ouvrière et il essaye un petit peu de faire quelques petites choses. C'est du paternalisme, évidemment, mais il comprend qu'il faut donner un petit peu lâcher du lest. Bon, il comprend que la classe ouvrière est en train de prendre de l'importance et la classe ouvrière s'organise. Vous savez qu'en 1864 naît l'Association internationale des travailleurs, autrement dit la première internationale, et qu'il existe tout un tas d'officines socialistes ou républicaines radicales. Il y a les proudhoniens, il y a les socialistes, il y a les internationalistes, il y a ceux qui vont se revendiquer du mutualisme, d'autres du collectivisme, il y a les partisans de Blanqui, enfin il y a plein d'écoles. On n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais les idées existent et les militants et l'action existent aussi. Et ces gens-là, ils continuent à agir sous l'Empire. Ils agissent et ils refont déjà un petit peu surface en 1868 quand Napoléon III libéralise l'Empire et permet des réunions publiques. Et donc dans les réunions publiques déjà, on revoit ressurgir des clubs qui avaient eu leur apparition sous la Révolution française, et en 1848, il y a déjà des clubs qui renaissent, des places publiques, des réunions publiques, où les gens discutent, où on voit émerger des oratrices, des orateurs qui amènent leurs thèmes. Le droit au travail, la question des femmes aussi, qui est de plus en plus mise en avant, la question de l'éducation, tous ces thèmes qui vont aboutir et qu'on va voir ressurgir pendant la Commune de Paris. Évidemment, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre. C'est la guerre en juillet 70. C'est Napoléon III qui pense qu'en faisant la guerre à la Prusse, il va très vite gagner la guerre, que ça va redorer son blason et qu'il va réaffermir son pouvoir. Sauf que cette guerre, elle est très vite
balayé, enfin Napoléon III est très vite balayé, hein, puisqu'il commence en juillet, le 2 septembre il est fait prisonnier, et comme vous le savez, le 4 septembre, les Parisiens proclament de nouveau la République à l'Hôtel de Ville. On met en place un gouvernement de la défense nationale pour continuer la guerre, défense nationale qui ne remplit pas son rôle en réalité, et qui tend de plus en plus à signer l'armistice avec la Prusse, cet armistice que refusent fondamentalement les Parisiens, que refuse la garde nationale qui est encore là et dont on a réouvert les rangs aux éléments populaires et donc à ces militants aussi républicains et socialistes. Et ces gens-là vont résister. Pendant 4 mois déjà le siège. Ou je ne sais pas si aujourd'hui on accepterait encore de manger du rat si on était assiégé. Peut-être qu'on aurait très envie de signer l'armistice. Nous aussi, c'est une question qu'il faudrait se poser, la détermination des militants et jusqu'où on est prêt à faire des efforts pour défendre la patrie ou pour défendre ses idées. Toujours est-il que rebelote des élections, les élections amènent des conservateurs au pouvoir, un chef de l'exécutif, Monsieur Thiers, qu'on appelle Foutriquet, roi des capitulars. Capitulars pourquoi? Parce qu'il veut signer l'armistice, armistice qu'il signe, mais les Parisiens refusent. Et malgré les provocations de Thiers, malgré sa volonté de supprimer la solde de la garde nationale, malgré sa volonté de saisir les canons parisiens, eh bien, les Parisiens vont résister. Dans la nuit du 17 au 18 mars, il envoie la troupe pour se saisir des canons qui avaient été payés par les souscriptions des Parisiens et pour arrêter les chefs révolutionnaires. Il arrête le principal d'entre eux, Blanqui. Mais malgré tout, quand les troupes arrivent, la population parisienne résiste, les femmes de Paris d'abord, la garde nationale ensuite, résistent et, vous le savez, la troupe fraternise au lieu de tirer sur les insurgés, c'était l'ordre qui leur avait été intimé, eh bien ils refusent. Et c'est le début de la commune, de cette aventure des 72 jours. D'abord 10 jours où la garde nationale organise des élections. Et il serait intéressant d'ailleurs de relire le texte qu'il publie sur les élections, les conseils qu'il prodigue à la population avant les élections, et puis ce conseil de la commune élu donc aux élections du 26 mars et qui proclame officiellement la commune le 28. Ça a déjà été rappelé, mais on va revenir rapidement sur les grandes réformes du programme de la République démocratique, sociale, laïque, universelle. Elle est d'abord effectivement démocratique, parce qu'on a une conception radicale de la démocratie, parce qu'on considère que, certes, peut-être il faut un peu de souveraineté nationale, certes il faut des représentants, mais il faut aussi une souveraineté populaire, il faut aussi une participation des gens dans les clubs, dans les organisations politiques, et qui puissent faire aussi pression, exercer des pressions sur le gouvernement, si le gouvernement, comme disait la Constitution de 93, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré des devoirs. Eh bien, c'est ça, c'est cette idée un peu de résistance à l'oppression, et cette idée mise en avant du mandat impératif, hein, qui est toujours une idée en vogue aujourd'hui. Donc ça fait partie du programme des communards. Une vraie république démocratique. Une république qui doit être aussi une république sociale. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces législations sociales. On parle on a des idées de salaire minimum. Déjà, on réfléchit sur le temps de travail. Le travail de nuit est interdit chez les boulangers, par exemple, pour quelques législations sociales qui existent. On réquisitionne les logements vacants pour loger les indigents ou les victimes de la guerre. On réquisitionne les ateliers qui avaient été abandonnés par ce qu'on appelait les francs-fileurs à ce moment-là, hein, ceux qui étaient partis, pour en faire des associations ouvrières un peu sur le modèle déjà de ce qu'en 1848 on avait essayé de faire. Et effectivement, on a introduit déjà des idées aussi d'égalité salariale. Alors la seule qui a vraiment abouti, c'était l'égalité entre les institutrices et les instituteurs. Et vous voyez que déjà, dans l'égalité sociale, on commençait à avoir aussi des idées sur une égalité sociale entre les salaires, entre les hommes et les femmes. Tous les communards n'étaient pas forcément de grands féministes, mais il y en avait, et pas que des femmes, pas que évidemment Louise Michel et Nathalie Lemel, mais aussi les hommes étaient déjà féministes à ce moment-là. Des gens comme Varlin, par exemple, avaient cette idée qu'il fallait un droit au travail pour les femmes. Femmes d'ailleurs qui elles-mêmes s'étaient organisées, hein. Elles n'étaient pas élues à l'époque, mais elles s'étaient organisées dans des associations, l'Union des femmes pour la défense de Paris, les comités de vigilance, et elles allaient voir les délégués de la commune, le délégué au travail, Léo Frankel par exemple, pour faire pression, et pour dire le droit au travail, ce n'est pas que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes.
Et d'ailleurs, le social et le sociétal, à mon avis, ne doivent pas être distingués. Il ne faut pas faire uniquement l'un ou uniquement l'autre. Et donc, dans le sociétal, il y avait aussi l'idée de l'émancipation de la femme. On a aussi reconnu l'union libre. On avait aussi cette idée civile, aussi, une révolution qui devait être aussi sur les droits civils et sur les droits de la femme à ce niveau-là. Une révolution qui devait être aussi une révolution de la justice. Hein, vous savez, on plafonne les salaires des fonctionnaires, mais aussi on fonctionnalise certains officiers de justice. Les notaires, par exemple, ils n'étaient pas fonctionnaires. Plein d'officiers de justice n'étaient pas fonctionnaires. Donc on fonctionnarise aussi. On considère que l'intérêt général, c'est aussi la fonctionnarisation de ceux qui remplissent une fonction d'intérêt général. Et la justice, on la veut aussi, on la veut gratuite. Et une partie de la justice va être rendue gratuite par les communards. Ça, c'est aussi une révolution de la justice, c'est aussi une révolution sociale. Une révolution qui doit être aussi, qui doit amener une république laïque, la séparation de l'Église et de l'État. L'école laïque, gratuite, obligatoire, ce sont les communards qui la font avant les républicains comme Jules Ferry, qui eux, à ce moment-là, sont à Versailles. Et la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905, non, c'est 1871 d'abord. Ensuite, ce sera 1905. Et sur l'éducation, d'ailleurs, il n'y a pas que cette idée de la laïcité, il y a aussi, et c'est une question que peut-être qu'on pourra aborder ensemble ensuite, la question de l'éducation intégrale, qui est un sujet à l'ordre du jour, je pense. Est-ce qu'on est arrivé à l'éducation intégrale? Qu'est-ce que c'est l'éducation intégrale? C'est le fait de dire que si l'on travaille à l'école, on doit travailler sur tous les aspects de la vie, pas simplement les aspects académiques, qui sont évidemment fondamentaux, mais aussi les aspects manuels. Hein, le travail, c'est le travail le travail intellectuel, le travail manuel, tous ces éléments-là doivent être vus, et ça fait partie des idées du programme des communards. Et enfin, et je conclurai là-dessus, c'est une république qui est une république universelle. Universelle parce que l'internationalisme des communards s'articule très bien avec le patriotisme des communards. Et qu'on a à ce moment-là, j'ai parlé de Léo Frankel par exemple, c'était un juif hongrois, il n'était pas de nationalité française. Il y avait des garibaldiens, il y avait des gens qui avaient fait la guerre de sécession, qui avaient fait les guerres d'Italie, qui étaient allés se battre peut-être avec les Irlandais, qui avaient soutenu les Polonais en lutte, et puis il y avait des gens qui venaient par exemple, des Polonais qui étaient là, comme Dąbrowski par exemple, des généraux de la commune, qui étaient là. Donc il y avait cette idée-là, qui existait déjà sous la Révolution française, et on renoue avec cette idée de l'universalisme, cette idée que la patrie française, elle se construit non pas sur le sang, mais sur l'idée d'une communauté civique, et que c'est en adhérant à cette communauté civique, c'est en adhérant à la République en somme, qu'on devient français. Ça, je pense que ce sont les thèmes, des grands thèmes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, et je ne veux pas monopoliser la parole, puisque je parle déjà depuis bien longtemps, mais ce sont peut-être des thèmes qui sont des thèmes de la commune, mais qui sont toujours des thèmes d'actualité. Peut-être qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Merci Hugo de nous avoir présenté cette riche histoire. Donc je passe à Ismaël qui va intervenir sur la suite. Merci Christiane, merci Hugo. C'est effectivement très intéressant de programmer aujourd'hui donc 2 débats sur la commune, parce que tout à l'heure il y avait un débat sur Nathalie Lemel, donc une communarde d'origine finistérienne qui a vécu à Brest et à Quimper, et qui a marqué aussi le mouvement de la commune au sein de l'Union des femmes, qui est une des premières organisations de masse révolutionnaires et féministes, et aussi qui est à l'origine des cantines populaires, qui serait un petit peu l'ancêtre du secours populaire, qui va être déporté avec Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, et qui va finir ses jours assez misérablement sur Paris, de retour de déportation. Tous ces portraits, Louise Michel, Nathalie Lemel et bien d'autres, vous les retrouvez donc dans le livre qui a été écrit par Hugo Roussel, ici présent,
et illustré par Dugudus, le grand affichiste, le grand graphiste, qui a commis plusieurs affiches de la Fête de l'Humanité Paris, et qui est à l'origine à la fois de portraits qui ont été publiés dans l'Humanité au printemps dernier, et également d'une exposition qui a été présentée à la fois à la Fête de l'Humanité à la Courneuve, donc en présence d'Hugo Roussel et du Gudus, mais aussi au pied de la butte Montmartre et dans différents lieux de Paris, devant la mairie aussi, il me semble. Donc, pourquoi c'était important ? D'abord parce que c'est un livre qui est très accessible, qui est agréable à lire, qu'on peut, c'est à la fois un texte de référence, mais qu'on peut lire en lisant 2-3 articles le soir avant de s'endormir, ou à ses heures perdues, qui n'est pas trop casse-croûte, hein, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres histoires de la commune, voilà, s'il faut lire 400-500 pages, on pense que c'est un peu réservé aux initiés. Là, on a vraiment aussi la présentation d'une diversité de portraits, de militants issus de milieux très divers, parfois même d'origines nationales diverses. Il y a des hommes, des femmes, des courants politiques aussi divers qui se sont croisés dans cette commune de Paris. Donc vraiment c'est un livre que je recommande. Je pense que Hugo sera là ensuite pour dédicacer le livre. Ça vaut vraiment le coup de l'acquérir, d'autant qu'il est imprimé également dans le Finistère, hein, par une maison d'édition Zulma, il me semble, à Châtelain. Locus Solus à Châtelain, voilà. Donc je vous le recommande. Alors je remercie les Belles Rouges et Christiane Caro de nous avoir invités à nouveau. Ce débat, on l'avait eu une première fois devant un public un peu plus restreint dans la région de Saint-Brieuc, à Plédran, et il était introduit par la projection du film Les damnés de la commune de Raphaël Messiaen, qui est également passé à la télévision, hein, sur Arte, il me semble, et c'est une histoire animée de la commune, mais qui elle aussi est très accessible, et où il y a à la fois une très bonne contextualisation de ces 72 journées révolutionnaires et de ce qui les a précédées, et en même temps c'est un documentaire qui est juste quelque peu romancé, puisqu'on focalise sur des personnages dont la vie est romancée, mais qui vous prend en tripes et qui vous fait aussi ressentir toute l'émotion qu'on peut avoir quand on lit notamment des récits de la Semaine sanglante, où la violence de classe se déchaîne à l'état pur, hein, contre le peuple ouvrier et républicain et révolutionnaire de Paris. Alors pourquoi c'est important de parler de la commune aujourd'hui? C'est le 150e anniversaire cette année, un anniversaire qui est passé relativement inaperçu, à part dans des publics qui étaient déjà très politisés à gauche. Tout simplement parce que rien dans la culture politique des élites qui nous gouvernent ne prédispose à parler de cette expérience révolutionnaire et justement de cette conception de la République sociale et démocratique. Parce que justement, quand on s'intéresse à l'histoire de la commune, un des premiers intérêts, c'est de rompre en fait avec les illusions du consensus républicain ou de l'œcuménisme républicain. Vous savez, la République que les instituteurs, depuis Jules Ferry, justement, sont censés asseoir dans les consciences à travers un catéchisme, mais qui est quand même basé sur
une idée de rassemblement du peuple, hein, par-delà les différences de classe sociale, autour de valeurs communes. En réalité, ce catéchisme républicain, il s'appuie sur un déni, hein, sur un impensé, sur un oubli, et sur, quelque part aussi, sur des fausses communes. Puisque cette Troisième République, elle est née avec la répression de la révolution de la Commune de Paris et avec les dizaines de milliers de morts de la Semaine sanglante. C'est pas étonnant qu'on nous en parle pas à l'école. Toujours maintenant, bah c'est mon cas, j'ai une quarantaine d'années, j'ai pas eu un seul cours sur la Commune à l'école. Alors on va dire 72 jours dans l'histoire nationale, c'est pas énorme. C'est vrai. Par contre, je me souviens, j'étais aussi élève en CM1 pendant le bicentenaire de la Révolution française. On nous parlait de la terreur. On nous parlait de la terreur rouge de Robespierre, du comité de salut public. On nous parlait beaucoup moins de la terreur blanche qui l'avait suivie. Et on ne nous parlait pas de la terreur blanche de la République versaillaise. En réalité, cette histoire, elle est très ancrée et j'avais eu l'occasion de le dire lors du premier débat qu'on avait fait à Saint-Brieuc au mois de juin. C'est le philosophe Jankélévitch qui a vécu l'occupation cachée, hein, parce qu'il était d'origine juive, qui disait après la guerre que au temps de l'occupation, on pouvait voir qu'il y avait toujours deux Paris. Il y avait le Paris ouest des beaux quartiers, qui était versaillais, qui était plutôt acquis aux idées de la collaboration, qui ne s'est pas soulevé, en tout cas massivement, contre la collaboration et l'occupation allemande, et le Paris ouvrier, le Paris Est, qui lui a fourni des bataillons de résistants, comme des bataillons de révolutionnaires pendant la Commune de Paris. Et donc, cette histoire, elle est profondément ancrée dans l'histoire française. Hugo Roussel l'a très bien exprimé tout à l'heure, hein, on ne peut pas comprendre la Commune de Paris si on ne fait pas référence à la Révolution française, à la Grande Révolution, 1789, 1792, 1793. Si on ne fait pas référence non plus à la Révolution de juin 1848. La Commune de Paris, c'est aussi une synthèse qui est assez française en fait. Je pense qu'elle existe aussi dans des pays de l'Est de l'Europe, entre le fait national et l'affirmation patriotique face à la domination étrangère et des idées républicaines avancées ou des idées révolutionnaires. Puisque Hugo l'a dit, hein, c'est dans un contexte de lutte contre l'occupation étrangère et contre l'esprit de capitulation du gouvernement d'union nationale et du gouvernement normalement qui devait sauvegarder en fait la République contre l'occupation étrangère, que va apparaître cette révolution sociale. Lénine l'avait bien compris aussi, hein, parce que il faut dire que cette expérience de la Commune de Paris, elle a servi d'expérience grandeur nature à méditer, malgré l'échec de la Révolution par les révolutionnaires des décennies suivantes. Et l'idée que dans ce contexte de guerre internationale, de menaces d'occupation étrangère, il y a des potentialités révolutionnaires. C'est une idée aussi qui a pu prendre corps à travers l'audace
des communards qui ont d'abord refusé de rendre les canons de la garde nationale et qui ensuite ont décidé de résister quoi qu'il en coûte aux armées prussiennes et aux capitulars qui négociaient avec elles. Donc l'actualité de la commune, c'est donc cette synthèse typiquement française, donc entre patriotisme, entre affirmation de la liberté dans le cadre d'une république et de la sauvegarde de l'indépendance nationale, qui va avec une volonté d'étendre la République pour qu'elle soit véritablement démocratique, pour qu'elle profite à tous et que ça ne soit pas simplement un cadre de liberté formelle, mais qu'elle s'exerce aussi dans l'atelier, sur les lieux de travail, qu'elle soit étendue aux femmes, à tous les exclus de la République bourgeoise. Cette commune, elle nous intéresse aussi parce que ça a été un grand moment de novation dans les actes. Alors même si, évidemment, c'est des décisions, des mesures qui n'ont pas pu être mises en œuvre véritablement sur la durée. Certaines ont été reprises ensuite, par la suite, des années ou des décennies plus tard. Et surtout, ça a été le mouvement révolutionnaire, en fait, avait déjà commencé à bien se structurer intellectuellement avec les idées de Proudhon, Bakounine, de Marx, les idées les premières formes aussi du syndicalisme, qui était d'ailleurs porté à l'époque pas vraiment par un prolétariat industriel, mais plutôt par des ouvriers qualifiés ou des artisans, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des artisans qualifiés, qui étaient également hautement cultivés, hein, qui étaient... ça, le philosophe Jacques Rancière a bien montré ça dans un certain nombre de ses essais, notamment un qui s'appelle La Nuit des prolétaires. Il y a eu, dans le milieu du 19e siècle, tout un courant d'éducation populaire qui a traversé le monde ouvrier et qui a permis de déboucher sur une expérience révolutionnaire telle que celle de la commune. Donc dans ces idées, il y avait l'anarchisme, il y avait les premières formes de communisme, il y avait du socialisme, il y avait du républicanisme avancé. C'est une expérience qui nous intéresse parce que, Hugo l'a dit, il y a eu un certain nombre de mesures, voilà, qui font écho aujourd'hui. Remise des 3 derniers tiers de loyer pour les locataires, une des premières mesures de la commune dans un climat de misère, hein, provoqué par la guerre. Séparation de l'Église et de l'État, incorporation de tous les citoyens dans la garde nationale, le refus de l'armée de métier, la possibilité de révoquer ces officiers, enfin de les élire et ensuite de les révoquer. La naissance aussi de la politisation des femmes, qui, même si elles n'avaient pas encore le droit de vote, étaient reconnues dans leur rôle politique au sein des assemblées populaires, des assemblées de district. Des pensions pour les veuves et les orphelins, des coopératives autogérées, le contrôle des élus et leur possible révocation. Vous avez tous en tête, je pense, cette célèbre affiche de la commune où on encourage les citoyens à se méfier des candidats qui se présentent à leur suffrage et du principe de la délégation de pouvoir en général. C'est aussi l'association des délégués à la gestion des entreprises, où la durée du travail va être réduite dans un certain nombre d'ateliers. La création d'un enseignement technique et professionnel, là où auparavant on ne valorisait que l'enseignement des jésuites, hein, basé sur les humanités, la culture générale et une forme de reproduction sociale aussi. La scolarisation des filles. Louise Michel, il ne faut pas l'oublier, est une institutrice. L'instruction gratuite, obligatoire, laïque, des garçons comme des filles. La reconnaissance des enfants naturels et de l'union libre à égalité avec le mariage. Donc la commune a été également aussi révolutionnaire
au niveau sociétal, la réquisition des logements vacants, le secours aux indigents et les cantines populaires. J'en passe, hein, mais c'est quelques exemples de mesures révolutionnaires apportées par la commune. Voilà, je ne vais pas être trop long, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des choses à exprimer, donc je pense que je rends la parole à Christiane. Merci. De toute façon, on est pris par le sujet, on passerait du temps, y compris à vous entendre, on y resterait bien très longtemps. On souhaite qu'il y ait un échange et que vous interveniez en faisant part de ce que vous pensez de la commune, y compris Hugo et Ismaël vous ont invité aussi à dire un peu comment vous ressentez les choses. Donc, Christine... je prends le relais, voilà. Pour vous donner le relais, mais auparavant, je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions, parce que c'est vraiment, en peu de temps, vous réussissez à nous remettre du baume au cœur quand on voit tout ce que la commune a pu nous influencer. En fait, c'est l'intitulé d'ailleurs de ce débat. Quelle a été l'influence de la commune sur notre vie de tous les jours, notre vie politique. Bon, on parle de laïcité, c'est extrêmement intéressant de voir d'où viennent ces idées. L'universalisme, c'est quelque chose que nous, communistes, nous continuons de défendre malgré parfois des divergences dans d'autres partis. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un fait d'actualité de parler de la commune. Alors maintenant, donc c'est à vous de poser des questions. Hein? Alors je passe de monsieur Putin, hein, qui est là depuis longtemps. Une fois n'est pas coutume, on va passer à Lausanne d'abord. Derrière, là-bas, le monsieur qui a le papier, qui a un truc rouge là-bas, au fond. Le premier, c'était monsieur. Voilà. Ah, alors écoutez, je veux pas de litige. À droite, voilà. Top. Voilà. Parce que ça fait tellement longtemps qu'il la demande. Ah, c'est Paul, là. Voilà. Ah bon. Bon, moi, je remercie d'abord Hugo pour la synthèse rapide qu'il a faite, en particulier remonter au Moyen-Âge, où les communes, en particulier la commune de Lens, où on avait trouvé le seigneur évêque caché dans un tonneau. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, je voudrais revenir sur Nathalie Lemel. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. Et j'avais fait un article sur elle dans le cadre de 4BD, dont c'est l'excellente sur Nathalie Lemel, sur les aspects sociaux de Brest. Et donc, Nathalie Lemel, donc, qui effectivement a créé la marmite, les restaurants populaires. Et avec Varlin, là, on voit le caractère féministe de Varlin aussi, parce qu'il avait proposé la première internationale de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, et que les mères de famille puissent continuer à travailler avec l'instauration de crèches populaires. On essaie de faire. Ouais, mais et donc Nathalie Lemel, donc c'est pas. Et une anecdote que j'ai très courte, j'ai des liens avec Londres, et à Londres j'avais été voir le film de Ken Russell, Musique Lovers, sur la vie tourmentée de Tchaïkovski, et à côté de moi, c'était en 71, il y avait un jeune qui avait une brochure sur la commune, en anglais. Alors je commençais à discuter avec lui, et bon, je trouve que c'est bien, et il se trouve qu'au début, avant le film, il y a eu l'hymne britannique dans le Good Save the Queen, et comme les autres, il s'est levé, alors qu'il lisait un bouquin sur la commune. Et c'est très révélateur que la monarchie, finalement, c'est une barrière, en fin de compte, pour la révolution sociale. Il n'y a que quand les monarques sont déchus qu'il y a une possibilité de révolution sociale. On vous remercie. La parole ensuite, Gisèle. Oui, moi c'est une question. Donc c'est la commune de Paris. Et qu'en était-il de la diffusion à travers le territoire entier, les provinces, on appelait ça, comment s'est-elle diffusée? Est-ce que comme ça a duré 72 jours, comment les moyens, et c'est ça, vous pouvez nous renseigner un petit peu sur la diffusion de ce qui se passait pendant la commune dans les provinces.
Est-ce qu'on rassemble quelques questions avant votre intervention? Ok. Monsieur? Oui, oui, non, mais je vais être justement, ça tombe bien, mais je vais parler de la durée parce que on parle toujours de 72 jours. Tu parlais de durée, Ismaël, à juste titre, en énumérant tout ce qui a été fait, mais 72 journées révolutionnaires, mais en fait, de gouvernement, il n'y en a eu que 54. Donc c'est intéressant de voir qu'en 54 jours, tout ce qui a pu être fait. Et donc, on peut s'imaginer un quinquennat, même si c'est plus court qu'un septennat, avec un vrai gouvernement de gauche, ce qu'on serait capable de faire aujourd'hui. Et puis, par rapport à la commune et aujourd'hui, mais on peut parler de hier sans parler de avant-hier, justement, cette chose qui nous anime toujours et qui nous divisera toujours. Je veux dire, le combat de classe, c'est pas une invention des communistes, c'est une réalité. À un moment donné, c'était plutôt Hitler que le Front Populaire, et durant la Commune, quand même, c'était plutôt Bismarck que la Commune. Je veux dire, le gouvernement de Thiers a quand même eu des pourparlers avec les Prussiens pour libérer plus de 50 000 soldats qui étaient prisonniers pour écraser la Commune. Bon, comme il faut faire court, je vais terminer par ce beau vers de Verlaine, ce besoin, du coup je vais l'oublier, ce besoin important de... Bon voilà, ça me reviendra tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas en tête, là, il est tellement beau. Il va revenir. Ce besoin opportun de joyeux lendemain, quelque chose comme ça. Merci. Pressant d'opportun lendemain. Le besoin pressant d'opportun lendemain. Merci. Je triche. Oui, mais sinon, je vous laisse la parole. De l'instant que vous auriez retrouvé. Alors, ensuite, voilà, vous me dites quand vous voulez répondre. Ok. On va terminer par l'intervention de monsieur. Alors moi, c'est une question, parce que je profite de la présence d'historiens marxistes, parce que c'est quand même, c'est ça qui est intéressant. Et donc, je sais que pour Marx, la Commune de Paris a été très importante et que ça l'a beaucoup fait évoluer dans sa réflexion. Et donc, comme un bon élève, je voudrais que vous m'expliquiez en quoi ça l'a aidé. Il a écrit quand même le bouquin là, sur la Commune de Paris, je ne l'ai pas lu. Et donc, si vous pouviez me dire ce que ça, quelle réflexion il a eu sur la Commune de Paris. D'accord, alors merci beaucoup, ça fait beaucoup de choses à dire. C'est toi. C'est bon. Le bateau qui part pour la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, merci pour cette intervention sur Nathalie Lemel. Je ne sais pas si je rajouterai quelque chose. Je crois qu'en plus ça a été traité avant par monsieur qui est dans l'Assemblée. Donc je peux vous inviter simplement à lire cette biographie. Il y a une biographie de Nathalie Lemel, Au temps des cerises, si je ne m'abuse. Et puis on en parle un petit peu dans le livre. Et c'est effectivement une personnalité qui était très parfaite, qui en plus a été rééditée, si je ne m'abuse. Voilà. Donc effectivement, personnalité très, très, très attachante, comme il y en a plein d'autres. Et bon, là, je fais un petit peu de la réclame, mais effectivement, on en a sélectionné 50 et on essaye de mettre 50 figures en avant. Et on en met aussi, effectivement, ça me permet de rebondir, on met en avant aussi certaines figures des communes de province. Puisque la Commune de Paris n'est pas simplement un phénomène parisien, en fait. Enfin, la commune n'est pas un phénomène parisien. D'abord, la première commune qui a été proclamée n'a pas été celle de Paris, puisqu'il y a eu d'abord la commune de Lyon. Enfin, il y a eu deux occurrences, mais il y en a eu une première en 1870, avec d'ailleurs Bakounine, qui était l'un des chevilles ouvrières de la première commune lyonnaise, avec des idées assez similaires. Et puis donc la commune de Lyon qui refait surface aussi en mars 71, qui sera peut-être la plus longue après celle de Paris, même si elle ne dure pas non plus très très longtemps. On va avoir la commune de Marseille, avec notamment comme figure importante le chef,
considéré comme le chef de la commune de Marseille. Et comme quand on parle, on oublie toujours les noms, mais ça va me... Crémieux, merci, Gaston Crémieux, qui donc appartenait aussi à la famille des Crémieux et qui a été fusillé au Pharo et qui a écrit une très belle pièce sur Robespierre d'ailleurs avant d'être fusillé, qui avait été saluée par Victor Hugo. Mais bon, il n'y avait pas que Crémieux, il y avait d'autres militants, et l'association internationale des travailleurs était très présente à Marseille. Ensuite, il y a eu la commune de Narbonne avec Émile Dijon. Il y a eu 2 jours à Toulouse, bon, ça n'a pas duré. Il y a eu Limoges aussi, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu le Creusot. Il y a eu aussi, ironie de l'histoire, une commune à Thiers, dans la ville de Thiers, enfin pas la ville d'Adolphe Thiers, mais la ville qui s'appelle Thiers. Et il y a eu aussi une commune à Alger, dont on parle moins parce qu'elle est un peu plus dérangeante au regard de nos critères d'aujourd'hui, parce que c'est une commune qui était menée par les colons, qui voulaient se saisir aussi des terres des indigènes, donc c'est peut-être une commune un peu plus particulière, on va dire. Au même moment d'ailleurs, il y a eu l'insurrection de Cheikh Al-Mokhani en Algérie. Donc on est dans un moment révolutionnaire qui n'est pas simplement parisiano-centré, et avec effectivement des échanges, des dialogues. Je ne suis pas un spécialiste des échanges entre les différentes communes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui s'en chargent. Comme une art qui s'appelle Amourou par exemple, qui est en charge d'échanger avec la commune de Lyon. Donc il y a des échanges et une solidarité sur tout le territoire. Parce que cette solidarité, elle est née déjà avec le siège. Dans le sud, il y avait eu des communes, il y avait la commune du Midi, il y a eu la commune du Sud, les ligues du Midi, les ligues du Sud-Ouest. Donc cette solidarité, elle existe. Elle existe. Et elle est présente. Bon, après, il faudrait rentrer dans plus de détails, mais on n'a pas forcément le temps. Mais voilà, la commune, c'est pas que la commune de Paris. Ensuite, nous avons eu la troisième question portait sur Marx. Non, il y a eu une question. Non, il y a eu la question de Monsieur, mais Monsieur est parti. Et c'était une intervention effectivement. Ah oui, alors sur Marx, il y a le fameux ouvrage des luttes de classe en France. Ensuite, sur 1848, et puis il y a la guerre civile en France de 1871. Alors Marx a une analyse assez intéressante. Vous m'avez qualifié d'historien marxiste. Je garderai ma réserve et mon intime conviction, même si bon, je ne vais pas faire non plus des secrets sur ce que je pense, mais on va dire que ce sera un secret de polichinelle. Marx a des analyses intéressantes, mais s'il fallait faire une critique de Marx, soyons dans la critique plutôt. C'est que Marx fait souvent des critiques, mais de loin. En 48, il n'était pas en France, en 71 non plus. Donc il a une critique a posteriori, et son texte est un texte très critique et écrit à chaud. C'était pas censé d'ailleurs, c'est pas le Capital, hein, c'est un petit texte qu'il écrit comme ça, c'est une adresse à l'international, à la première internationale. Donc il est un peu critique, et après son texte a été beaucoup réutilisé pour expliquer que la commune n'a pas échoué parce qu'il n'y avait pas la dictature du prolétariat. Donc ensuite il est un petit peu réutilisé par Engels, il est réutilisé aussi par Lénine, et on a parlé de Lénine, on connaît cette anecdote de Lénine qui, à mon avis mensongère, mais qui en dit beaucoup, le Lénine qui danse dans la neige au 73e jour de pouvoir bolchevique, parce que ça y est, il a fait plus que la commune de Paris. Et qui est d'ailleurs, par contre ça c'est vrai, quand il est dans son mausolée, au départ il avait un drapeau de la commune de Paris. Donc il est focalisé là-dessus. Je pense que la commune, elle influence ensuite, parce qu'on se dit, c'est une bonne chose mal faite, comme disait Victor Hugo, on va essayer de la faire la prochaine fois, mais en mieux. Donc cette fois-ci, la Banque de France, ou de n'importe quelle autre nation, on ne fera pas de cadeau à la Banque de France. S'il faut attaquer, on attaquera tout de suite. Voilà, on tire des leçons. S'il faut avoir un parti révolutionnaire, autant qu'il ne soit pas divisé, puisque les communards étaient très divisés. Donc ça a donné la révolution bolchevique qui aboutit, mais qui aboutit avec aussi peut-être des choses qu'on peut critiquer, et peut-être un extrême inverse, d'une centralisation peut-être un peu trop musclée, et qui aboutit à des choses, des anarchistes nous diront, quid de la commune de Kronstadt, quid des anarchistes qui sont aussi liquidés au bout d'un moment, parce qu'on se dit, il faut gagner, pour être gagné, il faut un parti, une direction, et comme ça, on remportera la victoire. La victoire a été au rendez-vous,
Mais voilà, ensuite, ça nous amènerait sur d'autres débats. L'analyse de Marx est néanmoins évidemment à relire, et n'étant pas un doigt de pied du génie de Karl Marx, je ne me permettrai pas de le juger, mais néanmoins d'apporter peut-être des nuances. Voilà. Merci beaucoup. On a encore le temps. C'est une très belle conclusion qui nous invite à ouvrir d'autres portes. Et là, on va vous remercier parce qu'on doit passer le relais à d'autres camarades qui attendent pour leur débat. Voilà. Et on souhaite